Nous ne sommes pas tous égaux face aux addictions. En psychiatrie, on a un certain nombre de critères qui vont nous aider à définir la différence entre un usage simple d'une substance et l'addiction. Tout usage de substance n'est pas une addiction. C'est vraiment des critères précis, par exemple le fait de perdre le contrôle vis-à-vis de la quantité et du temps consacré à la consommation, le fait de maintenir cette consommation malgré des problèmes physiques que cela va engendrer, le fait que le corps va s'habituer à certaines doses et donc on va devoir prendre plus de substances pour avoir le même effet. Tout ça, c'est des critères de la maladie addictive. En tant que médecin, pour nous, il n'y a aucune différence entre être addict à une substance autorisée ou une substance illégale. Ça, c'est important. On ne fait pas de distinction entre drogue dure ou drogue douce. Pourquoi il y a des gens qui sont plus prédisposés à être addicts que d'autres? Il va y avoir des critères individuels. Par exemple, le fait d'être anxieux ou très impulsif va faire qu'on va être plus à risque de développer une addiction. Donc ça, c'est vraiment lié à notre trait de caractère, finalement, à notre personnalité? Oui. Et donc après, il y a quoi d'autre comme facteur? Il va y avoir des facteurs héréditaires et génétiques. C'est-à-dire que si on est dans une famille où il y a beaucoup d'addicts, comme par exemple Drew Barrymore, l'actrice américaine en a beaucoup parlé, on va être soi-même plus à risque, on va naître avec une vulnérabilité vis-à-vis des addictions. Il va y avoir une part génétique, mais aussi une part liée à l'éducation. Enfin, l'environnement social va avoir un rôle. On sait que les personnes précaires vont être beaucoup plus à risque de développer également une addiction et aussi d'avoir plus de mal à se faire prendre en charge lorsqu'ils sont concernés par l'addiction. Il y a également un rôle du genre vis-à-vis du risque de développer une addiction. Là-dessus, les stéréotypes de genre ont encore la peau dure, puisque par exemple, un homme qui va consommer, on va considérer que c'est un bon vivant, là où une femme va être plus stigmatisée. Aujourd'hui encore, la plupart des personnes en situation d'addiction sont des hommes. Ceci dit, on sait qu'il y a une augmentation de la consommation du tabac, mais aussi d'alcool chez les femmes. Pour les femmes concernées, c'est la double peine, puisqu'on sait qu'elles ont plus de mal à accéder aux soins, notamment car elles se sentent stigmatisées vis-à-vis de leur consommation. Il existe également des addictions comportementales, par exemple l'addiction aux jeux de hasard ou l'addiction à l'activité sexuelle. Et les réseaux sociaux, du coup, c'est un vrai truc ou c'est un peu un fantasme de journalistes et de parents? L'addiction aux réseaux sociaux est plus compliquée à définir puisque aujourd'hui, être addict à l'écran, en fait, il y a plein de choses derrière l'usage des écrans et des réseaux sociaux. Ça va être un moyen de divertissement, ça va être un moyen de communication, un moyen d'information. Pour l'instant, on n'a pas de critères psychiatriques pour définir une addiction aux réseaux sociaux. Mais la recherche continue et peut-être qu'un jour, on le définira. Il n'y a aucune fatalité vis-à-vis des addictions. Et il est important de savoir qu'à toutes les étapes de la maladie addictive, on peut accéder à des soins et aller mieux. C'est une question qui reste globalement mal comprise avec beaucoup de stéréotypes. On a fait par exemple un sondage qui montre que pour la moitié des Français pensent encore que l'addiction c'est uniquement une question de volonté. Heureusement, on a de plus en plus de personnes qui acceptent de parler de leur addiction et surtout de la prise en charge de finalement ce qui a pu les aider sur leur chemin. Dans mon livre Addict, à chaque fin de chapitre, je développe des red flags qui sont autant d'indices, de questions pour amener à s'interroger vis-à-vis de sa consommation. Évidemment, ça ne remplace pas un entretien médical professionnel. Ceci dit, c'est important de s'interroger un moment sur sa consommation. Par exemple, se dire, si j'essaye par exemple pendant le Dry January de ne pas boire d'alcool pendant un mois, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait au corps? Qu'est-ce que ça me fait dans mon environnement social? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de prolonger ou au contraire qui est insupportable? Aujourd'hui, les personnes qui font le choix d'être sobres, de ne pas consommer une substance, sont encore pointées du doigt. Notamment pour mes patients, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on leur demande de se justifier sur le fait qu'ils ne consomment pas. Or, pour eux, ça nécessite énormément d'efforts pour ne pas consommer. Là, on parle notamment surtout de l'alcool, j'imagine, en France. Oui. Pourquoi tu bois pas? Allez, juste un verre. Il y a encore beaucoup de stéréotypes sur le fait que la personne qui va pas consommer d'alcool va être quelqu'un d'ennuyant, de pas festif, voire un rabat-joie. Tout ça, c'est des clichés qui sont vraiment à déconstruire.